Bonjour, je viens aussi de Nantes. Je suis chercheur INRA dans une UMR entre Oniris et puis, l'INRA. Voilà. Donc je vais vous parler de biopréservation. En fait, les résultats que je vais présenter sont issus d'un projet ANR qui s'appelait Black HP, Black pour bactéries lactiques et puis HP pour haute pression. Donc c'est bien, on a déjà introduit la haute pression. Et ce que je vais présenter, c'est en gros les résultats de la tâche 1 de ce projet qui se termine. On a notre dernier comité de pilotage d'ici 2 semaines. Et là, le but, c'était d'essayer de voir si on pouvait associer justement un traitement haute pression et la biopréservation pour pallier à la diminution des sels nitrités dans les produits de salaison, les produits de charcuterie. Alors, ce qu'on a choisi, c'est les dés de jambon comme outil pour nous, comme objet de recherche, parce que le jambon cuit, en fait, représente entre 1/5 et 1/4 de l'achat des ménages en termes de produits de charcuterie. Alors, le but du projet, c'est bête parce que j'arrive pas à voir, en fait. Le but du projet, c'était assurer la qualité microbiologique donc de ces dés de jambon. Ce sont des produits sensibles. Le jambon cuit n'est pas stérile. Hein. Il y a beaucoup de monde dedans, en fait. Donc ça n'est pas stérile. Et puis dans un contexte de diminution des sels nitrités, on se posait la question, les sels nitrités, c'est pas seulement pour faire la couleur rose du jambon. Hein. Ça a aussi un effet bactériostatique et bactéricide, notamment contre les bactéries sporulantes du genre Clostridium botulinum par exemple. Donc il était vraiment important de se poser la question, si on diminue les sels nitrités dans le jambon, quid de la stabilité microbiologique de ces jambons? Et puis, quid aussi du microbiote en général des jambons, parce que finalement, on n'en savait pas grand-chose de ces jambons. Donc on a essayé d'associer donc, la biopréservation par l'ajout de bactéries lactiques avec un traitement haute pression. La biopréservation, normalement, elle doit contrôler la population grâce à la sécrétion notamment d'antimicrobiens comme des acides organiques ou des bactériocines. Le verrou, c'était de savoir quel est l'effet d'une flore protectrice sur le microbiote général de ces jambons. Et puis le traitement haute pression, il vous a été présenté juste précédemment. On sait qu'il est efficace sur des pathogènes. L'avantage, c'est que ça peut être traité dans l'emballage. On vous a montré une machine tout à l'heure, c'est des petits sachets qu'on glisse dans ces machines. Par contre, on sait que le traitement haute pression est inefficace contre les bactéries qui sont sous forme sporulée, voire un traitement haute pression peut induire la germination des spores, qui du coup deviennent des cellules végétatives et peuvent se développer. Donc la question qu'on se posait, c'était est-ce qu'on peut avoir un effet synergique entre la biopréservation grâce à des bactéries lactiques et l'association avec un traitement haute pression? Alors, au niveau de l'état de l'art, la biopréservation, en fait, ça a été décrit depuis 1996, je crois, par Stiles. Il y a plusieurs descriptions possibles, mais celle qui est la plus acceptée, c'est la biopréservation, c'est l'utilisation de la microflore. À l'époque, on disait la microflore, maintenant on dirait le microbiote. Donc de bactéries issues du microbiote naturel des aliments ou leurs métabolites, dans le but d'allonger la durée de vie des aliments ou de mieux garantir leur sécurité microbiologique. Donc depuis 1996, il y a eu énormément de travaux de recherche qui ont été faits, mais on a essentiellement ciblé des pathogènes, beaucoup Listeria, Staphylocoque. Et en fait, on s'est assez peu intéressé au microbiote en général des aliments. Or, avec les nouvelles technologies de séquençage maintenant, le séquençage à haut débit, on est en train de redécouvrir complètement la microbiologie des aliments carnés, notamment. On verra un exemple tout à l'heure. Et on n'a jamais étudié, en fait, très peu étudié le comportement des bactéries protectrices face aux hautes pressions, en tout cas dans l'aliment. Sur les hautes pressions, il y a eu beaucoup d'études de fait, mais surtout sur la texture, en fait. Assez peu à nouveau sur le microbiote en général. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème des hautes pressions, c'est que ça peut induire la germination de bactéries sous forme sporulée. Et puis, les hautes pressions, ça a été dit, c'est un petit peu une forme de pasteurisation, donc ça a un effet contre les bactéries, y compris contre les bactéries protectrices. Donc c'était un petit peu le challenge. Alors dans une première étape, c'était déjà avoir une souche protectrice potentielle. Le projet étant issu d'un projet ANR, en fait, le consortium de tous les laboratoires du projet
on fournit 63 souches, toutes des bactéries lactiques issues de produits, en général des produits carnés, mais en tout cas issues d'aliments. Et puis on a testé ces souches. On a d'abord testé leur innocuité. Elle ne devait pas produire d'amines biogènes, notamment l'histamine, parce que sinon ça n'aurait pas été un gain. Elle ne devait pas avoir de résistance aux antibiotiques. Donc on est parti des 63 souches. Aucune ne produisait d'amines biogènes en conditions de laboratoire. Mais on n'en avait plus que 14 sur 63 qui étaient sensibles à tous les antibiotiques selon les normes de l'EFSA. Et puis on a testé en milieu de laboratoire qu'elles étaient actives contre les formes végétatives de Clostridium, donc Clostridium botulinum-like, on ne peut pas manipuler la vraie espèce, et puis deux espèces de Clostridium, Algidicarnis et Frigidicarnis, qui ne sont pas pathogènes mais qui sont des bactéries altérantes de la viande qui libèrent des odeurs désagréables en fait, ou qui font simplement du CO2 mais qui font éclater les paquets. Donc ils sont des bactéries altérantes. Et puis on a testé aussi l'effet contre Bacillus cereus, qui est pathogène connu. Et là, on n'avait plus que 2 souches sur 63, qui étaient, 6 souches sur 63 qui étaient actives contre ces espèces. Et on a vérifié que ces souches produisaient une bactériocine. Là, on n'en avait plus que 2. Et il nous fallait ensuite vérifier que nos souches étaient aptes à résister au traitement haute pression. Et là, il nous en restait plus qu'une, qui était capable surtout de recroître après le traitement haute pression. Donc on a eu de la chance finalement, 63 souches, on en a sorti une qui était potentiellement utile. Et la deuxième étape, c'était tester l'association haute pression et addition de bactéries lactiques dans un contexte de jambon à sel nitrité diminué. Et donc ce qu'on a regardé, c'est l'effet sur les communautés microbiennes en général. Donc je vais passer l'étape où on a déterminé les communautés microbiennes qui étaient présentes sur les dés de jambon. Et on s'est rendu compte qu'elles étaient extrêmement variables. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un petit modèle. Si vous avez entendu parler des souris axéniques, on prend des souris axéniques stériles et puis on leur donne à manger une flore. Et puis du coup, on a des souris gnotoxéniques qui nous permettent de faire des expériences. On fait la même chose en fait avec les aliments carnés. Si vous prenez 2 saucisses différentes ou 2 dés de jambon différents, leur flore est vraiment différente. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté les microbiotes là, du jambon. On les a congelés sous forme d'alicote et ensuite on les réinocule dans des matrices rendues paucimicrobiennes. Ce qui nous permet, au lieu de faire 50 fois l'expérience pour être sûr qu'on va avoir une moyenne, ça nous permet de la faire seulement 2 ou 3 fois en mettant un microbiote connu. Et là, dans l'exemple, on a utilisé 2 microbiotes différents. Donc avec le premier microbiote qu'on a ici, qu'on a suivi, donc on a le contrôle, on l'a suivi dans le temps, on a rajouté notre bactérie lactique, et puis là, on a rajouté la bactérie lactique et on a fait un traitement haute pression. Là, la bactérie lactique, c'est un Lactococcus lactis, elle est verte ici, et on voit que déjà, quand on l'inocule, elle noie en fait complètement la population, et que si on fait un traitement haute pression, elle survit bien et elle noie la population. Au niveau des firmicutes, au niveau des protéobactéries, une autre famille de bactéries présentes dans les aliments. Donc notre Lactococcus lactis n'étant pas une protéobactérie, ici on ne la voit pas. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau des protéobactéries, donc on a notre AT0, on a notre contrôle au cours du temps. On voit que si on rajoute notre bactérie lactique, il y a quand même une flore qui se développe, protéobactéries. Et si on fait le traitement haute pression plus bactéries lactiques, là, en fait, les protéobactéries n'arrivent plus à se développer. Donc, dans ce cas-là, avec cet écosystème-là, on a vraiment réussi à stabiliser le microbiote de nos dés de jambon par l'association haute pression plus biopréservation. Dans l'exemple suivant, on a eu un petit peu plus de mal. Là, c'est un autre microbiote qu'on a réinoculé donc, sur nos dés de jambon. À T0, on a un autre contrôle, on suit en fonction du temps. Là, on a fait un traitement haute pression. Là, on rajoute notre bactérie lactique. Et là, on fait le traitement haute pression plus la bactérie lactique. Alors ici, elle apparaît en vert foncé. Ce qu'on voit, c'est que la bactérie lactique, quand on la rajoute, elle arrive à se maintenir, mais enfin, elle n'est quand même pas complètement majoritaire. Et si on rajoute en plus le traitement haute pression, on voit qu'elle est là, mais elle n'arrive pas à contenir complètement la flore. Et ici, ce sont des Brocotrix thermosphacta, une bactérie très connue pour être altérante des produits carnés. Et puis si on regarde au niveau des protéobactéries, là, on a eu des surprises. On avait choisi ce microbiote en particulier parce que lorsqu'on l'avait isolé et analysé, on s'était aperçu qu'il était rempli d'une protéobactérie qui apparaît ici en saumon, on va dire. Et en fait, c'est un vibrio.
C'est pas un vibrio pathogène, sinon on l'aurait reconnu, c'est un vibrio inconnu. On s'est bien demandé ce qu'il faisait dans le jambon, mais en fait il vient du sel, je pense. C'était un jambon bio. Donc voilà, on pense qu'il vient du sel. Ce qu'on a vu, c'est que quand même, lorsqu'on fait un traitement haute pression, on arrive à diminuer la charge dans ce vibrio. Lorsqu'on rajoute notre bactérie lactique, on arrive aussi à diminuer la charge en vibrio dans le temps. Et lorsqu'on conjugue la haute pression plus l'ajout de notre bactérie lactique, on arrive vraiment à contenir la quantité de ce vibrio. Donc au niveau des perspectives, c'était un projet ANR, donc on a la chance d'être bien protégé par un accord de consortium signé dès le début du projet. Donc en théorie, la souche devrait pouvoir être commercialisée. On a validé le procédé, on l'a fait pour l'instant avec seulement 2 microbiotes, mais 2 microbiotes très divers, donc on a tout de même validé que ça marchait. Là, j'ai parlé de la tâche 1, mais il y a eu d'autres tâches qui se sont attachées à regarder la texture, les qualités nutritionnelles, etc. de ces jambons traités par haute pression et biopréservation. Et globalement, l'ensemble du traitement n'affectait pas ni les qualités nutritionnelles, ni organoleptiques, etc. En revanche, on se pose quand même une question au niveau de la législation. Alors, la mention du traitement haute pression, ça n'est plus novel food, grâce à l'ANSES. Ça doit quand même être étiqueté pression à froid, stérilisation à froid. Et la peut-être difficulté, c'est la mention de l'ajout d'une culture protectrice. Le jambon, ça n'est pas un produit fermenté, donc normalement on ne rajoute pas de ferment. Maintenant, c'est un produit de charcuterie. Normalement, le code de la charcuterie permet, en France en tout cas, permet de mettre la mention bactéries lactiques ou ferment lactique. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair. On en discute ardemment dans le RMT FlorePro, qui est animé par la DIV, où on essaye depuis des années de justement faire avancer les choses, parce qu'il y a actuellement un vide juridique. C'est-à-dire que quelques produits sont vendus en France et biopréservés. En général, c'est étiqueté ferment lactique. Et normalement, ça ne pose pas de problème. Mais bon, c'est quand même, au niveau de l'innovation, c'est quand même une question qu'on doit se poser. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tester la faisabilité sur d'autres aliments. On sait qu'il y a plein de produits qui pourraient être bioprocessés, biopréservés, des saucisses, etc. Et notamment dans un contexte de produits avec moins de conservateurs, moins de sel nitrité, on l'a vu tout à l'heure, moins de conservateurs d'une manière générale. Ça peut être une approche intéressante de tester la biopréservation. Ce qu'on a avancé, c'est qu'on a fait donc un protocole de sélection de souches qui a été mis au point et qui peut être maintenant utilisé pour différentes souches et différents aliments. J'ai parlé un petit peu du protocole de sélection des microbiotes. On l'a testé maintenant sur des crevettes décortiquées, des filets de poulet, du jambon. On va le faire sur des chipolatas maintenant. Donc ce procédé en fait est assez valide. On avait discuté avec Joël Doré justement sur la question de comment prélever ces microbiotes et comment les conserver. Donc ce système a l'air de bien marcher. Il nous permet d'éviter de reproduire énormément d'expériences, mais du coup d'avoir nos petits microbiotes qui nous permettent d'avoir des expériences reproductibles. Mais de toute façon, il faut avoir connaissance des microbiotes des aliments avant d'exercer leur biopréservation. Vous avez vu l'exemple de la découverte d'un vibrio qui représente à peu près la moitié de la population quand même dans les jambons cuits. On n'aurait jamais cherché des vibrios dans du jambon, donc on n'en aurait jamais trouvé. Ces méthodes nous ont réservé quand même pas mal de surprises, donc il y a nécessité pour toute nouvelle application quand même de bien définir les microbiotes de nos aliments. Sur les filets de cabillaud par exemple, on a trouvé une Fusobacteriaceae complètement inconnue, on ne sait pas ce que c'est, on n'a que la séquence. Elle existe, elle est là, elle peut pousser, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc il faut quand même se prémunir et bien connaître nos microbiotes et leur variabilité avant de se lancer dans la biopréservation. Et puis je l'ai dit, l'aspect législatif des traitements haute pression, là il n'y a pas de problème, mais biopréservation c'est tout de même à voir pour la suite et on souhaiterait faire avancer le débat à ce niveau-là. Voilà.